Eh bien oui, un autre épisode de la balado, la série de balado, le troisième lieu. J'ai failli le débaptiser puis dire le troisième, vous savez quoi? Et puis on se retrouve, je me sens comme Sonia Benezra ou qui d'autre, Véronique Cloutier, Paul Sarrazin, on pourrait en nommer tout plein. On est dans les anciens, en fait, les premiers studios de Musique Plus dans les années 80 et j'ai la chance d'accueillir avec moi aujourd'hui de l'UQAM, M. Guillaume Metier. Oh. Bonjour Guillaume. Et également de Montréal, non pas de l'UQAM, mais peut-être. Tu passes à l'UQAM un petit peu? Non, Université de Montréal. Université de Montréal. Simon Jourdouin, merci d'être là. Je vous présente un peu plus grandement Simon, qui est chroniqueur, éditeur, était Feu le voir, c'était Simon qui était là beaucoup. Tour du Québec aussi, une publication à laquelle tu as travaillé. Maintenant, j'ai cru comprendre que tu me dis là, que tu travailles pour la SNAP. Je suis à la Société pour la nature et les parcs. Oui, Nature tout à et les fait, parcs. un spécialiste des communications numériques. Oh, alors c'est Je bon. suis ici à titre de touriste, pourrait dire comme ça. Mais bon, c'est beaucoup de ça, à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, les communications numériques. Mais cela dit, Simon, qui est un amoureux du territoire de façon générale, et cette balado se consacre au territoire. Guillaume, pour ta part, c'est la première fois qu'on se rencontre, professeur à l'École d'études urbaines de l'UQAM. Oui, département d'études urbaines à l'UQAM. Voilà. Et qui est d'ailleurs l'auteur d'un essai que j'ai dévoré, que j'ai beaucoup aimé, La ville analogique, repenser l'urbanité à l'ère numérique, que j'ai dévoré et qui, justement, parle finalement de nos sociabilités dans cette ère qui est la nôtre depuis l'avènement des Facebook et GAFAM de ce monde. Et Simon et moi, on s'est rencontrés à quelques reprises, notamment à Saint-Georges. J'aime bien, bon, vous le savez, là, cette balado a son ancrage en Beauce à Saint-Georges. Et généralement, on a toujours un beauceron sur le plateau. Aujourd'hui, ça va être moi, un beauceron ou une beauceronne. Cela dit, Simon, tu te rappelles avoir été avec la balado de Fred Savard? Parle-moi un peu de ce souvenir. Ah ben moi, j'ai toujours aimé Saint-Georges de toute façon et j'aime la remontée. Est-ce que c'est la remontée, en fait, de la rivière Chazannon? C'est la descente. Moi, c'est une bonne question. On se pose toujours la question. Hein. Oui, mais ça, c'est un des plus beaux chemins, je trouve, au Québec. Même d'aller la prendre du côté ouest, Aussi. la petite route qui est un peu plus longue. Moi, à chaque fois que je suis allé à Saint-Georges, j'ai toujours adoré ça. Donc, mais je le dis pas parce que sans la gornerie, mais c'est méconnu, la chaudière. Tout à fait. C'est un peu méconnu. C'est parmi les plus beaux paysages. Donc, j'ai toujours apprécié. J'y retourne encore souvent. Super, mais en tout cas, tu es toujours le bienvenu. Puis oui, c'est ça, la balade. Je peux être beauceron d'adoption, si tu veux. Toujours. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux, tu es bienvenu. J'ai un lit de visite. Tu peux venir quand tu veux. Mais c'est ça, Simon, qui avait fait partie du projet, mais ça existe encore, la balado de Fred Savard, mais qui avait été la première sortie de la balado de Fred Savard à Saint-Georges. Et ça avait été vraiment un plaisir là, d'avoir ce projet chez nous. Ça remonte déjà à 2019. Ça fait un bon moment. Ça fait quand même un bon moment. C'était avant la pandémie. Alors, beaucoup de choses ont changé depuis. Et oui, et donc, on s'est recroisés dans le cadre de mes fonctions chez Rue Principale. Tu avais été, Simon, ambassadeur avec Marie-France Bazot là, au sommet Cœur de Ville et Village. Alors, Cœur de Ville et Village, messieurs, ce balado s'appelle Le Troisième Lieu. On parle des tiers-lieux. Vous en parliez ensemble tout à l'heure. Et là, je parlais de Musique Plus parce qu'on est dans les anciens studios de Musique Plus, mais on se trouve en fait dans l'espace Ville Autrement. Qu'est-ce que c'est que l'espace Ville Autrement, Guillaume? Alors, brièvement, l'espace Ville Autrement, c'était à Gazin. Ça a été des studios pendant un temps, laissé à l'abandon. Et il y a quelques années, je pense que c'était en 2019, il y a une organisation qui s'est créée pour occuper cet espace-ci. Puis il y avait notamment l'organisme Entremise qui est encore installé ici, qui disait, pourquoi pas, plutôt que de laisser cet espace abandonné et sans savoir complètement ce qu'on va en faire pour le futur, pourquoi ne pas l'occuper et y installer des organismes un peu alternatifs en aménagement. Et c'est ce qui c'est devenu cet espace. Donc, c'est un espace de coworking, si on veut. Oui. Ce qu'on appelle en France des tiers-lieux officiellement maintenant. Mais c'est un endroit extraordinaire où les gens se mélangent, se parlent. J'ai des étudiants qui viennent travailler. Des fois, ici, on fait des événements, on fait des soirées. Alors, c'est assez extraordinaire pour ça. Ça recrée, au fond, quelque chose qui manque un peu dans les milieux de travail qu'on a
qu'on a plus aujourd'hui, c'est-à-dire le fait d'avoir une certaine mixité et un mélange dans le travail. D'ailleurs, je veux vous poser la question à vous. Je vous l'ai envoyé par courriel. Dites-moi quels sont les tiers-lieux que vous affectionnez particulièrement, Simon. Oui, je me suis posé la question. J'aurais envie d'en nommer 2, peut-être. Il y avait quelques choix que tu nous donnais. Et vous me direz, parce que moi, comme je vous disais, je suis plutôt, comment dire, le rôle du touriste amoureux plutôt que du théoricien. Donc, vous me direz si ça se qualifie. Mais moi, j'aime bien les places, mais les petites places publiques. Je pense à Barcelone, par exemple, toutes les petites places en Gracia où au retour de l'école, les parents s'assoient, il y a un apéro qui se prend même parfois sur la place, des enfants qui jouent. Donc, c'est aussi parc d'enfants, place, tout ça, c'est ce qui se jardine là comme relation sociale, et même parfois avec des touristes dans les restaurants autour. Donc, je trouve qu'il y a un beau, un beau milieu. C'est pour ça que je vais en nommer 2, parce qu'à Montréal, moi, j'aime beaucoup les marchés publics aussi. Ça, c'est certain. Et on pourrait penser peut-être que c'est une vocation strictement commerciale, mais autour du marché Jean Talon, ils ont aussi fait des petites placettes comme ça. Au début, j'étais un peu sceptique. Je trouvais ça très minéralisé, très bétonné, mais qui va aller s'asseoir là? Finalement, il y a des gens qui s'assoient de plus en plus. Donc, il y a ce mariage entre ce qui était à l'origine, ce qu'on en parlera peut-être, l'agora, qui était la place pour prendre la parole, pour échanger des propos, des idées, mais aussi des marchandises. C'était la place du marché, l'agora. Donc ça aussi, pour moi, c'est très précieux. J'aime y aller toujours. J'entends en fait une chronique de laquelle tu t'étais fendu toi-même d'en voir à un certain moment, justement sur le marché public, cet idéal un peu... de retrouver cet espace qui, d'une certaine façon, on a tendance à avoir perdu un peu. Peut-être que ça fera lien avec quelques idées que tu as développées. Je dois avouer que je n'ai pas lu ton livre, mais moi, j'ai été très préoccupé ces dernières années par toute cette question d'agora, donc tous ces échanges publics qui se faisaient notamment sur une place publique qui était publique. Et cette migration vers des plateformes qui sont désormais privées. Qui jouent le rôle de place publique à bien des égards, de transactions, d'échanges, mais où les échanges sont paramétrés par des sociétés privées sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle public. Donc, voilà pour moi les 2 tiers-lieux que j'aurais envie d'identifier. Bien, merci Simon. Et toi, qu'est-ce qu'on dirait pour toi, Guillaume? Je vais jouer le rôle de touriste théorique, disons, ça existe, mais peut-être pour... Maintenant, oui. Peut-être pour dire d'abord ce que je pense être un tiers-lieu, parce que c'est drôle d'entité historique. Tout à fait. En gros, là, quand apparaissent au 19e siècle les grandes métropoles, les grandes villes industrielles, c'est des villes dont la qualité consiste à permettre l'anonymat. Donc, on est tellement nombreux dans des espaces, on est anonyme, et dans ces milieux-là pouvaient se développer des subcultures, des modes de vie un peu alternatifs. Donc, c'était synonyme d'aliénation, synonyme de liberté aussi. Or, ce qui arrive, ce qu'on oublie avec le temps, c'est que même ces grandes villes-là, comme Montréal, par exemple, fin du 19e, tournant du 20e siècle, malgré le fait qu'elle était gigantesque, en fait, il y avait des unités à l'intérieur desquelles les gens vivaient, des circuits, et ce que Oldenberg, un sociologue dans les années 80, identifie, c'était un tiers-lieu. Donc, entre la maison puis le travail ou l'école, il y avait un endroit où les gens socialisaient. Et c'était donc, évidemment, les paroisses. C'était un peu la clé, mais il y avait des cercles des fermières, il y avait les syndicats, il y avait donc des cafés, bistrots, toutes sortes d'endroits comme ça qui existaient, qui étaient l'endroit où, à la fin de la journée, on allait se réunir puis rencontrer des gens. Et ça a un petit peu disparu dans les années, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, avec la suburbanisation, avec l'arrivée de la télévision notamment. Là, le centre de la communauté devient dans le salon, c'est la boîte lumineuse qui est là. Et je pense que récemment, avec le numérique, dans les années 2010, avec l'arrivée des téléphones intelligents et autre chose, on en parlera, mais je pense qu'il y a un deuxième chute de ce type de lieu-là, ce qui fait en sorte que, par exemple, un café, qui est le tiers-lieu un peu exemplaire historiquement, est devenu autre chose, finalement. J'appelle ça un peu des tombeaux à internautes, des fois, où c'est vacancieux, du monde est sur son laptop. Et donc, il n'y a plus nécessairement ce lieu de communion où on va parler, rencontrer des gens, connaître, avoir des connaissances du quartier. De la même façon qu'on pouvait les avoir d'une façon spontanée, souvent non prévue, là, au marché, alors que là, on n'était pas arrivé sur son écran et que, bon, finalement, qu'est-ce qu'il y avait à faire? C'était communiquer avec nos contemporains, d'une certaine façon. Et donc, pour répondre à la question, moi, j'en ai un tiers-lieu, mais je travaille fort dessus parce que ça fait quelques années, je me suis dit, j'ai choisi un quartier
j'ai choisi un café dans mon quartier, ou avec un propriétaire italien, puis on se parle, puis je vais avec ma fille avant l'école, avant la garderie, au cours des années, puis c'est devenu un endroit où je peux aller, puis je rencontre des gens, puis on jase, puis il y a toujours... C'est ça. À bâton rompu des discussions, mais bon. C'est le fun faut se battre pour les garder un peu. C'est pas nécessairement l'endroit que tu choisis, par exemple, pour aller travailler sur ton laptop, là. Effectivement. Parce que j'ai déjà essayé, ça marche. C'est dans quel quartier se trouve ce café? C'est dans Outremont. OK. Ouais, c'est un tout petit café sur Vernon. Oui, je l'ai visité. Très sympathique, en effet. Effectivement. Salut, Roberto. Oui, salut. Roberto. Je vais y aller avec Simon. Je te sais voyageur. Tu aimes découvrir, arpenter le territoire. Est-ce que je devrais même dire flâner en certaines occasions, en plusieurs occasions? Mais non, mais tout le temps. Tout le temps. Mais là, peut-être qu'on sort du sujet un peu, mais pas vraiment, en fait. Parce non, que c'est ça. J'aime bien, mais quand je visite des villes, peu importe lesquelles, là, que ce soit partout dans le monde, même partout au Québec, n'avoir rien à faire. Et je trouve que le plus bel attrait touristique pour découvrir des communautés et des lieux, c'est justement d'avoir rien à faire. Et il y a un tourisme qui s'est dessiné au fil des ans où il fallait avoir la liste des choses à faire, absolument aller visiter tel ou tel truc. Moi, je parlais de Barcelone, j'aime ne rien faire. Me lever le matin, aller m'asseoir sur une place. Et là, je suis contente d'apprendre que le théoricien confirme bien que la petite place dont je parlais, c'est exactement ça qui se passe. C'est au retour de l'école, les parents reviennent. Et moi, simplement être là, assis, regarder ça, sentir l'odeur, les sons, en anglicisme, je pourrais dire le beat, peut-être. La vibe. Oui, mais ça, pour moi, errer dans les rangs aussi, j'adore ça. Donc, c'est prendre des chemins que je n'ai jamais prévus. Alors que souvent, il y a ça, on va faire le tour de la Gaspésie, mais parfois, il faut faire le tour de la Gaspésie, bon, peut-être aller voir le Rocher. J'adore le Rocher, j'y vais aussi. Mais j'aime toujours prendre un rang sans savoir où je vais aller. Et c'est là que je découvre souvent, c'est là que je passe les plus beaux moments. Oui, et sans GPS. Sans GPS, en fait. Oh, ben quoi que c'est quand même pratique, le GPS, mais on m'a toujours dit à la campagne, fais bien attention au GPS. Oui, ça m'est arrivé de me ramasser en plein milieu d'un champ de blé d'Inde pensant que c'était une route qui... Mais oui, donc, ne rien faire flâner juste pour récupérer cette idée-là. Et peut-être que c'est précieux dans cette idée de tiers-lieu, justement. Ouais. Je vais juste rajouter quelque chose rapidement, parce que tu parlais de la grande ville immense. On peut penser à New York, par exemple, qui est une immense ville, à Manhattan, où il y a un beat constant, la ville qui dort jamais, où les gens ont l'impression qu'ils se déplacent. Et j'ai découvert, la dernière fois que je suis allé, les community gardens, des petits endroits de jardins qui sont pas nécessairement des jardins pour faire pousser des légumes, oui ou pas, qui le décorent. Et là, il y a des communautés qui se retrouvent là. Il peut y avoir du dessin à main levée avec des gens qui se parlent. Il y a des gens qui vont prendre un pique-nique. Mais c'est vraiment au cœur de la ville, porté par la communauté. Dans cette ville, on a l'impression que tout est, comment dire, écrasant en termes de béton. Il y a ces petits espaces verts qui sont portés par des gens du voisinage. Et ça, tu vois, c'est en flânant. Et une journée à New York, j'aurais pu aller visiter, que sais-je, le MoMA ou la Statue de la Liberté. Non, j'ai préféré flâner, aller m'asseoir au hasard, comme ça, en suivant. Ah, il y a un jardin, je m'assois là. Et c'est dans les plus beaux moments que j'ai passés dans cette grande ville. Ça t'inspire des choses, Guillaume, d'entendre tout ça? Et c'est amusant parce que dans les années 70, on a commencé à s'intéresser dans la recherche à ce qui se passe dans les jardins communautaires, comment les gens interagissent dans les places publiques. Je pense à un urbaniste américain qui s'appelle William H. White, puis qui constatait notamment que quand les gens peuvent modifier un espace, le sentiment d'appartenance monte comme ça. Ben oui. Et puis, c'est une clé importante, ça. C'est une chose dans l'aménagement contemporain, là, sans rentrer seulement dans des questions urbanistiques, mais si on a la possibilité, effectivement, de changer, de déplacer les chaises, un peu comme... de se l'approprier. Ben oui, c'est ça. C'est le modèle du Jardin du Luxembourg, c'est ça, hein? C'est les fameuses chaises... bouge, ben oui, tu vas bouger, puis là, il y a toutes sortes de configurations qui se créent, puis ça marche. Puis est-ce que l'aspect non prévu des choses qu'on y vit, finalement, n'est pas également quelque chose qu'on a... sans dire qu'on a perdu, mais je veux dire qu'on a moins d'une certaine façon. Tu sais, bon, je prends... C'est un extrait, je crois, de ton livre, Guillaume, où il y avait une phrase qui disait, bon, les villes, c'est milieu de collision humaine par excellence. Est-ce qu'à l'ère du numérique, c'est toujours aussi vrai? Bien, il y a certainement des choses qui ont changé, puis peut-être pour parler un peu de l'essai, l'idée de base, c'était de dire, déjà, l'espace public a migré dans l'endroit. Puis
je pense à partir de 2007, quand arrive le premier iPhone, puis quand explosent en dessous de ça les médias sociaux, hein, c'est concomitant parce que les gens utilisent le téléphone pour aller sur les médias sociaux. Et donc, l'espace public, tout d'un coup, se virtualise, se déplace. Puis c'est comme si, quand on parle d'aménagement, c'est comme si souvent, on n'avait pas fait le lien entre le fait que l'espace public est rendu ailleurs, c'est virtualisé, puis qu'on continue à construire de la ville, puis des territoires autour de nous. C'est comme si on disait à des disquaires, comme « Hey, vous vendez de moins de disques désormais, puis pensez-vous qu'il y a un lien avec le streaming? » C'est comme « Non, ça n'a rien à voir. Moi, je vends des disques. » Tu sais. Alors, puis mon idée, c'était de dire, maintenant que la sociabilité, elle est d'abord en ligne, pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui se fait en ligne pour proposer un projet de ville qui devrait offrir, à mon sens, l'expérience inverse. Puis qu'est-ce que peut offrir la ville? Puis il y a un des chapitres où je commence en disant, si on passe la journée sur son laptop, sur son ordinateur, dans sa chambre, envoyer des emails, magasiner, donner son opinion, lire des articles, etc., on ferme l'ordinateur à 5 heures pour aller prendre une marche dans le quartier. Ma question, c'est qu'est-ce que l'espace public puis qu'est-ce que l'espace privé? C'est comme s'il y avait un renversement. La marche dans le quartier devient un espace privé. Exactement. C'est comme une extension du domaine résidentiel. Et donc, à partir de là, pourquoi pas ne penser la ville autrement pour offrir des lieux de déconnexion, la possibilité peut-être de se rencontrer en personne aussi, ce qui est encore le propre des espaces physiques d'offrir ça. Espérons-le, oui. Oui, c'est ça. Puis c'est un projet, au fond, là, avec peu de solutions concrètes, parce que je le lance, au fond, à des aménagistes, puis à des gens, des architectes. C'est ça à quoi ça réfère le terme « ville analogique ». Oui, c'est ça. Puis c'est analogique dans le sens disons, le calque de cette cité numérique, mais c'est aussi dans un retour, non pas nostalgique, mais l'idée de l'analogique, justement, tel que le vinyle dans nos vies ou toutes sortes, le livre dans un parc, offre une expérience autre, pas meilleure ou pire, autre. Puis c'est peut-être de ça, à mon sens, qu'on a davantage besoin aujourd'hui. Merci, messieurs, pour ces réflexions. Ça passe tellement vite. On va pouvoir poursuivre et approfondir après cette petite pause. Je lève les yeux vers ce qui, jadis, contenait des réflecteurs, des spots qui éclairaient les Geneviève Borne. Et bon, Simon vient de me dire qu'il se sent comme John Bon Jovi. C'est ça que tu as dit? Non, mais on est assis là où Bowie a déjà été assis. Oui, il semble avec ses mêmes du mobilier de l'époque. Ah, mais je ne bouge plus d'ici. Quand même. Allez, je suis implanté. Ouais, en tout cas. Il y a quelque chose. C'est le fun, puis bon, en pleine ville, finalement. Continuons cette discussion, justement, sur la ville, ce qu'elle devient, la ville, mais le territoire en général, ce qu'elle devient de nos jours avec, la ville qui, a de tout temps, ou presque, été finalement ce haut lieu de la sociabilisation, qu'il est toujours, mais, j'ai envie de dire, mais, et on parlait d'identité, hein, pendant la pause, là, à quel point le territoire façonne notre identité. Et des fois, aujourd'hui, avec finalement ces identités qui se créent d'une façon peut-être un peu factice avec les réseaux sociaux, ça amène beaucoup de questions. Bien là, c'est sûr, j'ai un spécialiste de la question à côté de moi, donc je vais y aller timidement, mais la ville en tant que telle, je veux dire, sur le principe même, est-ce que c'est un vecteur de socialisation? Pas nécessairement. C'est un lieu que tu habites, ça prend toujours des mécanismes qui font en sorte que les gens se rencontrent. Si tu peux avoir une ville, tu peux imaginer une espèce de truc très dystopique, le Futuropolis, où les gens ne se rencontrent pas, bien qu'habitant une mégapole, par exemple. Ça prend donc des occasions de se rencontrer et à tous les égards. Et là, c'est ça qui est intéressant dans la migration vers le numérique, c'est que tous les facteurs de socialisation, tous les moments de socialisation ont tous été presque déplacés sur un seul appareil et quelques plateformes. Puis il faut y penser à ça. J'ai une conférence que je prononce de temps en temps exactement là-dessus, où j'essaie de raconter au début
pensez au moment où vous alliez chez votre disquaire, par exemple. Vous sortiez de votre maison, vous marchiez dans un quartier. Habiter un quartier, c'est là où tu tisses les premiers espaces de socialisation. Je te vois, je ne parle peut-être pas, mais le fait d'avoir, je te rencontre, je vais voir le disquaire. Tout ce temps-là, je rentre dans la boutique, je vois des affiches, il y a des spectacles d'annoncés. Ah, voilà de l'information qui m'est envoyée. Le disquaire me donne peut-être des conseils. Je vois quelqu'un qui choisit un disque. Ah, ça m'intéresse, je ne connaissais pas celui-là. Peut-être une conversation s'entame. Ça, c'est juste un petit moment chez le disquaire. Il faut se rapporter dans les années où il y a une petite compagnie qui n'allait pas trop bien sur le plan des affaires, qui a mis en marché un objet, c'est une compagnie qui s'appelle Apple, oui. qui a mis à l'époque ce qu'on appelait le iPod, qui est l'ancêtre du iPhone. Et tout ça ne servait qu'à consommer de la musique numérique. C'était à l'époque de l'affaire Napster, quand le téléchargement a commencé à se placer, le peer-to-peer, ce qu'on appelait le piratage. Apple a dit, ah, ben moi j'ai un coup de génie, voilà, je vais vous donner l'objet, je vais mettre en place une boutique en ligne qui va rendre tout ça légal. Et c'est ce même objet-là qui au début n'avait que l'information musicale, si tu veux, comme un vecteur pour faire transiger cette information-là, est devenu votre réveil matin, ce qui vous dit quand est-ce que... Ça aussi, c'est une information, réveille-toi. C'est l'anniversaire de ton petit cousin, c'est ton calendrier, c'est aussi par là que tu vas commander ton épicerie. Tout ça dans la même machine avec 4 ou 5 applications. Ça fait que tous ces lieux de socialisation-là, faisaient comme... Là, je parlais du disquaire, ça pourrait être le marché, ça pourrait être l'épicerie. Ouais. Pour beaucoup, ça s'est déplacé dans ce même petit truc-là. Pour le meilleur et pour le pire. Mais pour les liens sociaux, on en parlait pendant la pause, on a dit le mot solitude. Il y a quand même que... On n'a jamais été autant connectés les uns sur les autres. Puis je me questionne à savoir si le cerveau humain est câblé, moi, pour être aussi connectés les uns aux autres, toujours en temps réel. Là. Mais en même temps, on a créé aussi beaucoup de solitude, parce que ça fait partie des problèmes de notre époque, la solitude. Bien, moi, je pense que la clé aussi, c'est la possibilité aujourd'hui de l'ubiquité. C'est-à-dire qu'on est ici, mais on est simultanément, potentiellement connecté à un ailleurs aussi, pour des bonnes raisons, s'il s'agit de nous avertir si notre enfant a un problème au camp de jour. Mais en même temps, ça fait en sorte que le moment de la rencontre, la pause, elle est plus difficile à faire. Qu'effectivement, jadis, il y avait des institutions sociales comme le perron de l'Église, qui n'avaient rien à voir avec le culte, mais qui étaient des lieux de rencontre après le culte, où les gens pouvaient se parler. Bien, aujourd'hui, non seulement il y a moins ça, mais si on fait j'ai un projet de recherche qui commence à l'automne, où on va faire un peu l'actualité de l'impact des interfaces numériques sur l'utilisation de l'espace public. Puis, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de recherches qui existent là-dessus, mais si on fait le décompte dans le métro de Montréal, finalement, on est à peu près à 100% d'eau voûtée sur un téléphone ou d'écouteurs. Ouais. Puis, je fais partie de ça aussi. Je suis pas excellent de ça. J'essaie de faire mon mieux, mais bon, je suis dans le même monde. Mais l'idée, c'est que au fond, on est encore ensemble, mais on est désormais tout le monde connecté sur un ailleurs. Moi, je vois l'ambiance changer dans les classes aussi, soit dit en passant. Il n'y avait pas une chanson de Daniel Bélanger qui disait un peu ça, justement, tous ensemble, mais ailleurs en même temps. C'est quelque chose comme ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça s'est incarné de manière très concrète, ça, dans certains projets culturels et urbanistiques, si je peux dire comme ça. Je peux le faire avec peut-être une petite pine, sans grande méchanceté, mais pense à un projet comme La Vitrine, par exemple, à Montréal, ici dans le quartier des spectacles. Tout le monde ne connaît pas ça, mais dans le quartier des spectacles, ils ont implanté il y a quelques années La Vitrine, vente de billets, de spectacles. Une espèce de guichet. Oui, mais je dois dire, ça n'a jamais vraiment décollé, mais bon, c'est encore en place. Et ce qui était fascinant au début, c'est qu'ils avaient fait faire un truc dans leur local, c'est ici vraiment pas loin à côté, avec Moment Factory. C'était le gros truc électronique. Et là, ça disait qu'au cœur du quartier des spectacles, avec ton téléphone, tu pouvais rentrer en contact avec tes amis. Il y avait tout un truc. C'est comme si l'interface devenait presque un totem. Là. Il fallait absolument qu'on ait une interface. Il n'était pas simplement question de dire « procure-toi des billets, puis vas-y avec tes chums, tu vas donc prendre une bonne bière avec eux en même temps. » Non, il faut aussi que tu commences à liker, que tu dises « Gars, j'ai acheté. » Et on nous disait « C'est ça qui va créer
la communauté culturelle ou le beat d'aller voir des spectacles, alors que, ça, comme je te dis, ça n'a jamais vraiment marché. Ça un peu, là. Je pense aussi à ce qu'ils ont fait avec le pont Jacques-Cartier, quand ils l'ont mis en lumière aussi, il y avait ça, tu sais, normalement, on va mettre un objet comme ça, qui est un objet public, en lumière, pour participer à notre identité. On nous disait, je ne sais même pas si ça a vraiment fonctionné très longtemps ou si ça fonctionne encore aujourd'hui. Ça suivait les Ça va prendre l'humeur de Montréal parce que ça va suivre ce qui se dit sur Twitter et c'est ça qui va influencer les couleurs du pont. Oh, tu comprends? J'avais échappé ça. Non, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Moi, finalement, ça a plus ou moins fonctionné. Tout devenait... Tout devait passer par une interface de socialisation qui était un cossin que tu avais dans tes mains. Personne ne pensait ça autrement. Il n'était pas question de faire de la beauté pour de la beauté. Il fallait qu'il y ait l'interface. C'était le gros truc à la Je suis bien d'accord. Puis je pense que socialement aussi, ça fait en sorte qu'on a développé des mécanismes pour moduler notre rapport à autrui, si bien que ça plaît directement, ça devient... c'est ça. C'est presque stressant. C'est presque intimidant. Puis avec le temps, c'est ça. Donc, on se texte. Donc, il y a des... Dans l'ascenseur, il faut prendre son téléphone. Il y a un geste qu'il faut faire parce que sinon, c'est un peu suspect. Et donc, ça nous met dans des bulles numériques qui créent, à mon sens, une forme d'aliénation aussi avec l'environnement. Il y a une distance. Ça devient peut-être plus difficile. Tu parlais tout à l'heure de voyager. Puis effectivement, je pense que le voyage nous offre d'habitude cette possibilité-là. Je pense que ça paraît en plus qu'on est un peu touriste. Là, donc, on rentre les gens nous parlent. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe magiquement. Mais le réflexe, ça sera quand même aujourd'hui d'abord de regarder son téléphone pour retrouver son chemin, plutôt que de demander à quelqu'un parce que c'est rendu plus facile. Et donc, je pense qu'on joue un jeu peut-être dangereux à ne perdre l'habitude d'entrer un petit peu en contact les uns avec les autres. Est-ce que... Moi, je suis pas un gamer, là, puis tout ce qui s'appelle 3D virtuel, casque de réalité virtuelle, j'ai pas vraiment donné là-dedans, puis je dis pas que c'est méchant, mais est-ce que on peut envisager un horizon où, finalement, éventuellement, on aurait presque des vrais contacts dans le virtuel. Bien, pas vrai. Hein, on peut l'imaginer, mais il faut pas l'envisager. C'est ça. Je pense qu'une chose que ça change déjà, je vais faire un lien un peu étrange avec, par exemple, la multiplication des Starbucks. Tu sais, un Starbucks, ce que c'est un endroit que tu vas retrouver un peu partout dans le monde. Qui est partout pareil, tu peux aller travailler, puis tu sais à quoi t'attendre. À la limite, qui est presque quelque chose de sécurisant là-dedans. Exactement. Puis les McDonald's, c'est comme ça aussi pour la consultation. Même les Tim Hortons, oui. Mais là où je vais en venir par rapport au numérique puis au métavers, je ne sais pas quelle forme ça prendra, je pense qu'on va aller vers des environnements qui seront de plus en plus neutres. Un peu comme les Starbucks, où, par exemple, on aurait peut-être la possibilité de choisir technologiquement d'avoir, nous trois, des ambiances différentes. Toi, un café, moi, un bar, toi, un resto. Mais on ferait ça au même endroit, peut-être avec des musiques différentes, etc. Donc, il y a ces possibilités-là. Mais je pense que ça copie jusqu'à maintenant assez mal ce qui se retrouve, toute la complexité qui existe quand des corps se réunissent dans un espace, qu'on partage des règles assez complexes de bienséance, puis comment on interagit les uns avec les autres. Puis avec des chaleurs comme aujourd'hui, même, hein, l'odeur corporelle. Hein, c'est la ville. Qui l'oublie. Mais moi c'est ce truc de casque et tout ça, mais m'inquiète moins que ce qui est déjà en place. C'est-à-dire que le fait que... Qu'est-ce que c'est? La socialisation, on appelle ça des réseaux sociaux, mais moi je milite pour qu'on abandonne cette expression. Ce sont des médias sociaux, peut-être des interfaces, mais ce n'est pas le réseau social. Le réseau social, c'est quelque chose qui existait bien naguère, le fait qu'on tisse des liens les uns avec les autres. Mais qu'est-ce que c'est à la base, un réseau social qui se tisse à l'école, qui se tisse dans la famille, au travail? C'est d'interagir avec des gens que tu n'as pas choisis. C'est ça qui se passe dans la vie. Et là, on tombe dans une réalité où je ne suis qu'en relation qu'avec des gens que je peux choisir et couper des liens avec ceux que je ne souhaite pas, avec qui je ne souhaite pas avoir de lien. Et ça, c'est le contraire de la socialisation. On dit, ben oui, des réseaux sociaux. Non, mais c'est aussi des machines à couper les liens sociaux. Et ça m'inquiète. Après ça, qu'on se mette un casque ou pas, ou qu'on ait un truc d'intelligence artificielle qui nous invente des trucs, c'est déjà en place. Mais moi, déjà, à la base, la machine est viciée, si tu veux, pour cette raison-là. Même les caisses automatiques, c'est un peu ça. Ça coupe de toute possibilité d'avoir une jasette avec... Ils ont tous
tous la même voix, c'est complètement dystopique. Non, mais puis il y en a aussi au Canadian Tire. Maintenant, quand tu rentres, tu pousses le truc, puis ça dit « Bienvenue chez Canadian Tire ». Puis là, on est 12 à rentrer, puis on se le fait dire 12 fois. Bon, ben... Mais moi, j'adore aller au Canadian Tire. Ça fait partie de mes tiers-lieux. Mais ça, cette voix-là, si tu peux l'arrêter. Comme Justin Trudeau. Mais même au Walmart, on a encore des madames qui nous accueillent. J'adore ça. C'est déjà ça. Mais je pense que justement, ce que le numérique fait par rapport à nos milieux de vie, c'est de prolonger un vieux projet qui existe depuis longtemps, j'appelle ça le projet suburbain, qui est l'idée que quand tu progresses dans la vie, tu atteins un statut où désormais, tu ne partages plus tes ressources. C'est t'as ta piscine à toi, pas la piscine municipale. Tu as ta cour, tu as ton sous-sol avec le bar tiki, puis etc. Ça a été un projet qui existe plus exactement sous cette formule, mais c'est une des tentations, au fond, de s'éloigner du commun, qui existe, je pense, en beaucoup d'entre nous, mais qu'on doit... Je pense qu'il est un peu... Il est un peu vicié aussi. Si on le laisse aller jusqu'au bout, ben on dira désormais, effectivement, on n'a plus besoin d'être ensemble, plus besoin de se côtoyer, on achète en ligne, puis on travaille à distance. Mais on perd énormément de choses, notamment, je pense, à des plus jeunes qui ont besoin d'espace pour expérimenter, aller fumer des cigarettes, s'embrasser, ou des enfants pour être ensemble, puis régler des conflits entre eux, entre elles, sans demander à l'autorité d'intervenir. C'est hyper fondamental. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si tu as des enfants toi-même. Moi, j'ai des enfants et je veux dire, c'est tellement important de faire en sorte qu'ils soient socialisés, je veux dire, qu'ils rencontrent des gens et qu'ils ne soient pas que sur des appareils, des tablettes. On voit à quel point c'est bénéfique sur leur façon d'être, sur leur... Mais après, quand tu leur dis ça, tu te fais quand même répondre par eux. Oui, mais c'est là que je socialise, papa. Oui, c'est important de ça. C'est sûr. Il y a aussi quelque chose de générationnel qu'on arrive... Tout à fait. Nous, on n'est pas nés avec la... Moi, je me rappelle, mon premier ordinateur, c'était un VIC-20 en 6e année. On n'avait jamais vu ça avant. Mais ça s'appelait quand même le personal computer. C'était personnel. C'était à moi, mon truc, à moi. Dans le temps d'écouter Musique Plus, là, en 80 quelques, avec Paul Sarrazin. Non, c'est même arrivé à moi. Je me rappelle de la naissance de Musique Plus, mais on a vu ça à la télé. Tous ensemble, d'ailleurs, il y a ça aussi. Pour en parler, c'est qu'il y avait le côté du rendez-vous aussi. À un moment, la soirée du hockey, c'était gratuit. Tout le monde en même temps. Il y avait ça qui se passait, pour le meilleur et pour le pire. Mais aujourd'hui, j'ai vu que certains matchs canadiens sont en exclusivité sur Amazon Prime. Ça m'a questionné parce que ce moment qui était le moment de fierté ensemble, où on avait tous... il y avait le côté rendez-vous et il y a ce détachement du rendez-vous aussi. On est maintenant sur commande, sur demande, au moment où ça me plaît. Tout est segmenté, tout ce détachement-là. Si tu dis ça aux enfants, ils disent, ben moi, c'est comme ça, papa, que ça fonctionne, moi. Moi, je suis d'accord, mais j'ai remarqué que chez des plus jeunes, l'envie de revenir à une non-possibilité de fermer les téléphones, je pense que ça apparaît, là, parce que on a fait un peu l'expérience de ça, puis à un moment donné, on se dit avoir sans arrêt toutes les mauvaises nouvelles du monde dans ses poches, c'est un peu spécial. Puis comme à une époque, on fumait dans les avions, puis dans les CG. On est aujourd'hui que c'était incroyable. Je pense enfin, mon souhait, c'est que de plus jeunes qui n'ont pas la fascination de cette nouveauté-là du numérique diront, OK, désormais, on va développer un rapport différent avec les outils. Puis ça, c'est bon. Enfin, oui, il y aurait même optimiste. Je pense qu'effectivement, peut-être qu'il va se passer quelque chose, qui est le temps qui passe, et où on va dire, tu sais, c'est un peu ringard, tout ça. Quand on va parler de Facebook comme le gros truc de notre époque, comme nos grands-parents nous parlent de trucs, puis on dit, ah oui, hein, tu sais, bon. Mais inévitablement, il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Et notamment dans le monde politique dans lequel on vit, où la stratégie, c'est aussi de nous convoquer sans arrêt, de nous donner l'impression que la nouvelle de cette semaine, c'est la chose la plus importante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois, on ne le sait même plus. Mais il suffit de se déconnecter un peu. Moi, j'ai désactivé mon Facebook en 2018. C'était mon cadeau de fête que je me suis fait. Je suis retourné 2 fois depuis pour mettre d'autres trucs. Et m'en détacher, me faire rendre compte que je manque rien. Au fond, j'avais l'impression que je devais être là. Ouais. Puis finalement, pas vraiment. Puis bon, ça ne veut pas dire que je suis pas ailleurs non plus. Ouais. Mais comment dire, il y a quelque chose d'être happé sans arrêt. Puis...
pas prendre le temps peut-être de rentrer en contact différemment avec les gens autour de soi, je pense que ça finit par nous rattraper. En tout cas, messieurs, j'aurais pas voulu vivre cette conversation sur Zoom ou... on est en présentiel. Entre nous, en présentiel, les yeux dans les yeux. Ce fut un grand plaisir. Je vous remercie vraiment d'avoir fait part. On aurait pu continuer au grand dam, au grand dam des gens de cet espace de coworking qui travaillent et qui nous écoutent sans nécessairement le vouloir. Mais merci, messieurs. C'est un plaisir et j'espère qu'on pourra remettre ça un jour. Ça fait plaisir, Jérôme. Merci beaucoup.